secrets du mystère. Yves Lignon, Louis Bénédé. Dossier OVNI jusqu'à 11h en compagnie de Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Louis. Alors, durant cette heure, nous allons faire le point avec vous sur les rapports qu'il y a entre les phénomènes OVNI et les scientifiques tels que vous. Une première question, de quand date la première étude réellement scientifique concernant un phénomène OVNI ? Eh bien, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il semble que ce soit quand même les militaires américains de l'armée de l'air qui, après les premières observations modernes, aient décidé de réunir autour d'une table des scientifiques. On peut considérer que c'est aux alentours de 1948 avec le projet SIGN. 1948 donc. Oui. Et la toute dernière c'est en fait la réunion qui a eu lieu l'année dernière à Pocantico. Sous l'égide du professeur Peter Strzok, où là, des scientifiques ont été réunis pour se pencher sur la question de l'évidence physique du phénomène OVNI. Et là, vous y étiez ? Oui. Donc on parlera, non pas de 48, vous n'y étiez pas, mais de la dernière réunion et de ce qui s'est passé entre les deux. Les rapports entre les phénomènes OVNI et les scientifiques, Jean-Jacques Velasco, la première étude scientifique concernant les OVNI, étude sérieuse, remonte à 1948. Oui, tout à fait. Et là, on peut dire que l'armée américaine s'est penchée sur le sujet, non seulement par rapport aux problèmes de sécurité, tout à fait normaux quand on évalue en fait les risques qu'il peut y avoir, mais aussi parce qu'ils ont associé à leur analyse sur ces étranges phénomènes dont étaient témoins les pilotes la plupart du temps, ils ont associé des scientifiques qui, comme par exemple le professeur Hynek, qui était astronome de l'Université de l'Ohio, apportait sa collaboration pour évaluer certains éléments qui pouvaient éventuellement interroger les militaires. De quoi est-ce qu'ils disposaient ? Est-ce qu'ils avaient des éléments physiques ? Est-ce qu'ils avaient, je ne sais pas moi, des relevés radars ? Est-ce qu'ils avaient des choses comme ça qui puissent leur permettre d'aller un peu plus loin dans leur recherche ? On commençait tout juste à avoir les premières données radar, mais ça reposait essentiellement sur des descriptions qui étaient faites par les observateurs. Donc on peut dire que la première approche scientifique était celle un peu comme faisaient les entomologues du point de vue de l'aspect descriptif des choses. Mais ça n'allait pas au-delà de cela. C'était simplement le constat d'un certain nombre de faits. Ouais. Donc ça c'était en 1948, ensuite je suppose que ça a évolué. Est-ce qu'on peut d'un bond se retrouver en 1969 ? Ah oui, 1969 en fait c'est la fameuse commission Condon qui a été là encore une fois réunie à partir d'un appel d'offres qui a été fait par l'US Air Force. Qui, au vu du rapport Blue Book, qui était en fait la somme, la collecte de l'ensemble des témoignages qui étaient recueillis à la fois sur le plan civil et militaire aux États-Unis, mais aussi dans le monde, par l'intermédiaire de la CIA, qui effectivement recueillait pas mal de témoignages à travers ces antennes qu'elle avait un peu partout dans le monde. Donc en 1969, et c'est très important, le professeur Condon, qui était un professeur de l'université du Colorado et qui était un physicien, a donc examiné l'ensemble des documents qui lui étaient rapportés par le rapport Blue Book. Ouais. Et quelle a été sa conclusion ? Phénomène OVNI, il y a ou alors sa conclusion, pas... c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que ces gens qui se sont réunis pendant 3 ans ont donc en fait fait une réponse que je dirais plutôt mi-figue, mi-raisin, en ce sens qu'ils ont dit qu'aucun OVNI ne représentait une menace pour la sécurité nationale. En fait, ils étaient rétribués par l'armée de l'air américaine, ça pouvait se comprendre. Ouais. Et puis deuxièmement, qu'il n'y avait aucune preuve que les OVNI représentaient un développement technologique dépassant les connaissances actuelles. Ce qui était encore une fois très large comme point de vue. On écrase le coup, quoi. Oui, et qui ne correspondait pas du tout, d'ailleurs, je dirais, à une analyse scientifique, dans la mesure où on leur demandait pas d'apporter de preuves, on leur demandait simplement d'examiner un dossier et de montrer ce que la connaissance scientifique pouvait apporter. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que ils allaient jusqu'à dire, en troisièmement, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ne s'agisse de vaisseaux extraterrestres. Et là, c'est tout à fait surprenant, alors que ils mettent en guise de conclusion une hypothèse
qui ne peut être examiné que dans le cas où on a effectivement expérimentalement vérifié les éléments du dossier. Ce n'était pas le cas, puisqu'il n'avait aucun élément matériel pouvant démontrer qu'il y avait un quelconque aspect extraterrestre. Nous reviendrons tout à l'heure sur la fin de cette période 69 avec la commission Condon, et ensuite nous découvrirons quelques personnages, quelques scientifiques qui ont marqué évidemment de leur présence les études des phénomènes ovnis, à savoir le professeur Hynek, Stanton Friedman, dont vous nous parlerez, et puis nous reviendrons aussi en France et en Belgique avec deux personnages qui ont compté. Dossier OVNI en compagnie de Jean-Jacques Velasco. Jean-Jacques, la conclusion de la commission Condon finalement qui a travaillé sur les phénomènes OVNI aux États-Unis en 1969. La conclusion finale, c'était de dire que si en fait des scientifiques voulaient éventuellement s'intéresser à cette question, ils n'avaient qu'à le faire par eux-mêmes à titre privé. D'accord. Ce qui était une façon un petit peu d'arrêter complètement le sujet. Ouais. D'autant que l'Académie des sciences américaine a repris dans son intégralité les conclusions de la commission Condon, et elle a expliqué qu'une étude approfondie supplémentaire n'était pas nécessaire. Et à partir de ce moment-là, elle clôturait pratiquement le débat au sein de la communauté scientifique aux États-Unis. Donc il était hors de question pour le gouvernement américain, par exemple, ou les différents gouvernements américains, de donner de l'argent public pour que les scientifiques puissent travailler dans ce domaine, officiellement. Voilà. Alors on va parler des différents personnages, différents scientifiques qui ont marqué l'histoire de l'étude des phénomènes ovnis, en commençant par Monsieur Hynek, que vous avez eu l'occasion de rencontrer il y a très très longtemps, un monsieur qui a eu un côté pile et un côté face, je dirais, dans ce... Oui, c'est un personnage clé dans l'histoire de l'ufologie et des ovnis, pour la bonne et simple raison, c'est quelqu'un qui a été le collaborateur dès 1948 de l'armée de l'air américaine en tant qu'astronome. Donc il était vraiment bien placé. Oui, donc il a été amené à dénoncer les canulars, il a été amené à apporter des réponses sur les confusions éventuelles qu'il pouvait y avoir avec des phénomènes astronomiques, et dont une des plus célèbres était également un jour sur un cas où il avait expliqué qu'il s'agissait de gaz de marais qui s'était enflammé. C'était quelque peu ridiculisé quand même là sur ce cas-là. Oui, il semble qu'effectivement, et après on en avait discuté du reste, il s'était avancé un peu trop vite sur une explication qui n'était pas évidente. Et alors donc ce personnage après à un moment a basculé, c'est-à-dire qu'il expliquait tous les phénomènes ovnis par des choses tout à fait terrestres, tangibles et palpables, et du jour au lendemain il a basculé. Mais il a basculé parce qu'il s'est rendu compte en fait que l'armée de l'air américaine, notamment au travers du rapport Condon, avait utilisé d'autres scientifiques et qui n'avaient pas apporté les réponses qu'il fallait en termes de méthodologie sur le sujet. Et donc il a décidé d'avoir une démarche un peu plus individuelle, mais aussi d'essayer de rassembler autour de lui des scientifiques pour analyser le phénomène dans sa globalité. Il a été le premier d'ailleurs à définir ce qu'on appelle aujourd'hui les cas de rencontres rapprochées. Les fameux cas de rencontres, la classification, R1, R2, R3, nous la devons au professeur Hynek. Donc qui était contre, entre guillemets, les ovnis et pendant une période de sa vie, et qui après est devenu beaucoup plus ouvert d'esprit. Ah oui, totalement, et notamment un cas célèbre qui a fait basculer, je crois, son opinion, c'est la fameuse affaire de Socorro dans le désert du Nouveau-Mexique dans les années 60, qui lui a permis, je crois, de véritablement dire qu'il y avait un phénomène qui dépassait l'entendement. Où là, un shérif avait vu, je crois, un ovni se poser avec un personnage de tourner autour. C'est ça. Ouais. Alors parlons maintenant d'un autre scientifique qui s'appelle Mécène, c'est ça? Oui, c'est un Belge. Alors c'est ça. Alors donc le professeur Mécène, qui est d'ailleurs toujours vivant, lui, est un homme qui a la particularité de s'être intéressé à la physique du phénomène, et en particulier d'essayer de comprendre pourquoi les ovnis, appelons-les comme ça, se déplacent silencieusement, ont des vitesses exceptionnelles, des accélérations qui ne le sont pas moins. Et donc le professeur Mécène a été, je crois, un des premiers à mettre en avant les théories de propulsion par magnéto-hydrodynamique.
Ensuite, ces travaux ont été repris aussi par Jean-Pierre Petit en France, qui a expérimenté la chose. Mais on lui doit, en particulier, une première explication du système de propulsion des ovnis. Peut-être ce qui expliquerait pas totalement la propulsion, mais tout au moins pourquoi les ovnis pourraient voler silencieusement. Ouais. Il y a une chose que j'ai lue quelque part, je crois que c'est dans un magazine, expliquant que le phénomène ovni pouvait trouver son origine dans les nouveaux avions qu'aurait l'US Air Force, des avions radiocommandés ou télécommandés ou dirigés par satellite sans pilote à l'intérieur. Mais disons que ça fait partie des hypothèses défendues par certains. Il est sûr que le développement des nouveaux prototypes d'avions ou de drones ou de choses comme ça... drones. Oui, de drones, parce que les drones, ce sont des petits avions équipés en fait de caméras et qui peuvent se déplacer pour faire de la surveillance aéronautique. Oui, ou de l'espionnage, parce que là, ça va être un petit peu, un petit peu délicat. Et donc, est-ce que cette hypothèse vous paraît quand même intéressante? Alors, elle peut sur le moment effectivement être intéressante, elle peut expliquer un certain nombre d'observations, mais rapidement, elle trouve ses limites, parce que au bout d'un certain nombre d'années, les drones en question sont reconnus, sont identifiés, et donc ça perd toute sa valeur. Mais il n'en demeure pas moins que le phénomène se manifeste toujours, et se manifeste toujours avec les comportements et les éléments de caractéristiques de vitesse de déplacement, d'accélération, de trajectoires bizarres qui restent et qui demeurent. Bien. Nous allons revenir sur ce dossier OVNI tout à l'heure avec la réunion qui s'est réalisée il y a un an ou deux maintenant et à laquelle Jean-Jacques Velasco a participé. Pocantico, octobre 1997. Je me rappelle, Jean-Jacques Velasco, nous connaissions déjà à cette époque-là et vous collaboriez de temps à autre à l'émission Le Secret du Mystère sur Sud Radio, et vous nous aviez dit bien avant, je dois aller assister à une réunion, à un colloque là qui va être très très intéressant, et c'était là en fait la dernière réunion en date de scientifiques pour se pencher sur le phénomène OVNI. Absolument, puisque 30 ans après la commission Condon, des scientifiques rouvraient le dossier OVNI. Et ça sous l'égide du professeur Peter Sturrock de Stanford, donc une université vraiment très très célèbre aux États-Unis et dans le monde, qui, aidé par la fondation Rockefeller, a organisé durant une semaine un séminaire d'études sur la réalité physique du phénomène OVNI. Alors, de quelle manière est-ce que cela s'est déroulé? Qui avait d'abord, comme scientifique, enfin peut-être pas les noms, mais les disciplines représentées? Alors d'abord, il faut dire que contrairement à la commission Condon, en fait, qui avait rappelons-le, un contrat passé avec l'US Air Force et qui pendant 3 ans a étudié le phénomène pour en donner en fait leur version à eux. Leur version. Oui. Le séminaire avait pour objectif simplement, non pas d'émettre un avis formel sur le fond du sujet, mais surtout de voir si la réalité physique du phénomène pouvait être démontrée. Alors, autrement dit, il fallait arriver, si j'ose dire, avec dans ses bagages des cas d'observation d'OVNI, avec des preuves, que ce soit des traces radars, etc. Voilà. Et donc soumettre ces choses palpables, quantifiables, mesurables à un comité de scientifiques qui devait dire, bon, là c'est bon, effectivement, on peut se poser la question et dire, il y a un problème OVNI. C'est tout à fait ça. Et ce qui est assez remarquable, c'est que ces 9 éminents scientifiques représentaient des disciplines tout à fait différentes. Et passez-moi l'expression, je peux vous dire que durant cette semaine, les gens qui ont présenté les travaux ont été cuisinés, donc je faisais partie, ont été cuisinés et il n'était pas facile. C'était en fait comme un jury passant devant une thèse, devant des examinateurs. Donc vous avez amené des cas que vous aviez étudiés. Oui, tout à fait. Et vous avez été demandé à les défendre, à les présenter et à les défendre devant ce comité. Oui, et c'était quand même quelque chose d'extrêmement important, car le couperet qui pouvait tomber sur notre tête, eh bien, montrait que soit le phénomène OVNI pouvait rejoindre, je dirais, l'imaginaire, le fantasme de certains, et puis autre
Autrement, ils pouvaient rebondir et à partir de là, certainement, engager les scientifiques vers des voies d'exploration nouvelles dans différents domaines. Réintégrer le domaine universitaire scientifique aux États-Unis. Nous allons conclure dans quelques minutes avec Yves Lignon. 10h51, nous en arrivons à la conclusion de ce dossier, rapport entre les phénomènes OVNI et les scientifiques. Nous avons un petit peu brossé l'historique avec vous, Jean-Jacques Velasco, depuis la première réunion en 1948, ensuite celle de Condon 69, la commission Condon, et enfin à Pocantico, la dernière où vous avez participé et où vous avez vous vous êtes retrouvé un petit peu dans la position de l'étudiant qui présentait devant des scientifiques un petit peu des cas qu'il voulait défendre. La conclusion alors finalement de cette réunion. Oui, alors la conclusion c'est que en fait ces 9 scientifiques ont écouté donc les investigateurs, les gens qui avaient enquêté sur le terrain, qui avaient fait tout un ensemble de mesures sur les phénomènes. Et donc la conclusion était la suivante. C'est que certains cas d'OVNI présentés méritaient une étude approfondie. Ouais. Deuxièmement, que la recherche dans ce domaine reçoive un support institutionnel à l'image de ce que fait la France avec le GEPAN, etc. Ouais. Et enfin, il recommandait que la communauté scientifique entre en contact avec certains chercheurs en ufologie et se tienne prête à envisager une gamme d'hypothèses sur la nature du phénomène OVNI. Bravo. Donc on peut dire sur le plan de l'intérêt de scientifiques qui très objectivement ont examiné l'ensemble des questions qui étaient évoquées sur le sujet, encore une fois sur l'aspect physique du phénomène, eh bien il reste très ouvert et donc demande aux instances peut-être internationales sur le plan de la communauté scientifique, mais aussi sur le plan peut-être des autorités, de mettre des moyens en œuvre. Je sens une question poindre chez les esprits chagrins sur la qualité des scientifiques qui étaient là pour juger le travail. Je suppose qu'ils ont été triés sur le volet. Alors ils ont été choisis non pas en fonction de groupes d'amitié entre les scientifiques, et en particulier c'est le professeur Peter Sturrock qui en était un petit peu le leader. Ouais. Il a choisi des gens qui appartenaient à toutes les disciplines. Il y avait des géologues, il y avait des astronomes, il y avait des gens, mais uniquement aux disciplines des sciences dites exactes, ouais. De manière à pouvoir en fait avoir des gens qui analysent des faits. Rien que des faits. En toute indépendance. En toute indépendance. Et donc ces gens-là, je dois dire, étaient assez sceptiques quand ils ont abordé le sujet. Et je crois que c'est ce scepticisme qui était intéressant parce que entre scientifiques, on a pu véritablement débattre de méthodes, d'analyse et uniquement de ça. Ouais. Yves Lignon, que voilà une réunion belle et intéressante. Oui, je crois qu'il faut en tirer les leçons, Louis. Alors d'abord, moi il arrive quelquefois que je fais passer des examens, des étudiants à la fin de l'épreuve viennent me dire l'énoncé était mal rédigé. Bon alors évidemment, ils se font remballer. Mais n'empêche que c'est vrai que chaque fois qu'on pose un problème, il faut que l'énoncé soit correctement rédigé. Et je crois que c'est le premier point positif dans le travail de cette commission, de bien poser clairement, au-delà des passions et des partis pris idéologiques, l'énoncé du problème des ovnis. Maintenant, là, ça y est, le problème est sur la feuille de papier, il va falloir en chercher la solution. C'est le premier point. Bon, le second point, comme le disait Jean-Jacques il y a quelques instants, c'est l'existence du CEPRA. Et c'est très intéressant, ça, parce que c'est le service public. Et donc, il faut que le CEPRA puisse travailler, et il faudrait qu'il soit débarrassé de l'agitation de certains vibrions qui, sous couvert d'ufologie, sont des gâches-métiers. Parce que si on veut qu'il y ait des CEPRA européens, si l'on veut qu'il y ait des CEPRA américains, il faut quand même, malgré tout, encore dépasser certains blocages. Moi, très souvent, nous croisons des collègues universitaires qui nous disent le problème des ovnis ou les problèmes de la parapsychologie, on s'y intéresserait si c'était sérieux. Mais c'est sérieux. Seulement, je le répète, il y a une certaine agitation qui masque le sérieux du problème et le sérieux du travail qui est fait. Et enfin, peut-être la dernière conclusion, c'est qu'il faudrait aussi se débarrasser de l'idée reçue selon laquelle la communauté scientifique est bloquée à l'égard de tous ces problèmes. Ce qui s'est passé aux États-Unis montre bien que c'est archi faux. Des scientifiques sont capables de s'interroger fermement, sans a priori, et de prendre une opinion. Il ne faut pas confondre, je crois, l'avis
de la communauté scientifique et l'avis d'un certain nombre de mandarins qui s'agitent quelquefois à la télévision comme s'ils avaient un dernier disque à vendre. Heureusement, oui, il y a un fossé entre les deux. Jean-Jacques Velasco, merci donc pour nous avoir développé ce dossier de rapport entre les phénomènes ovnis et les scientifiques. Donc ça finit sur une note optimiste en espérant que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. Hein. Absolument, je crois que maintenant la porte est ouverte. Ouais. Et il faut que la communauté scientifique prenne justement acte de ces conclusions pour pouvoir rebondir et enfin étudier à l'échelle, je pense, mondiale cette question. Ouais. En tout cas, un CEPRA au niveau européen, ce serait une belle idée. Et puis la voie commence un petit peu à dérailler. Ouais. Jean-Jacques, un CEPRA européen, c'est un espoir ou c'est un rêve? En 2 mots. Deux seulement. C'est un espoir. Très bien. Du jour. Cette nuit, ce sera la nuit des étoiles, relatée notamment sur France 2. Mais nul doute que des tas de rumeurs tout autour entendront encore des tas d'échos cosmiques. Toutes les vieilles lunes de l'au-delà, des ovnis, des soucoupes plus ou moins volantes et des petits hommes verts. Autant de fantasmes qui gardent malgré tout leur charme. Mais nous avons voulu en savoir plus sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés et qui pourtant existent bel et bien. Pour cela, Jean-Jacques Velasco, ingénieur au CNES et responsable du CEPRA, le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, est notre invité. Il est en ligne avec nous, non pas dans les étoiles, mais par téléphone depuis le CNES à Toulouse. Jean-Jacques Velasco, bonjour. Oui, bonjour. Vous vous intéressez d'abord aux fêtes, je crois, simplement aux fêtes. Mais les fêtes, comme dit l'autre, sont têtues et depuis de nombreuses années, ils attestent la présence d'ovnis dans le ciel. Des ovnis qui suscitent votre démarche scientifique. Mais de quels ovnis parle-t-on ? Ah bah c'est toute la question. En fait, il y a sans doute une grande confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes sur le terme OVNI. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Très précisément, oui. Oui. Or, la plupart du temps, nous parlons de phénomènes. Parce que pour pouvoir dire qu'un objet volant est non identifié, il faut pouvoir en fait le mesurer de façon objective avec des moyens comme des télescopes, des caméras, des radars qui peuvent confirmer en fait l'observation visuelle. Donc c'est tout le travail qui a été entrepris au CNES depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Voilà, alors ça a beaucoup fait rêver les Jules Verne, les Méliès, etc. Mais depuis quand les étudie-t-on d'une manière scientifique, ces ovnis, en France? Alors en France, depuis 1977, date de création donc d'une structure qui s'appelait le GEPAN au sein du CNES et qui a été poursuivie depuis avec donc le CEPRA, le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Mais nous n'étions pas les premiers à étudier ce sujet puisque on peut raisonnablement penser qu'aux États-Unis, suite à des observations après la dernière guerre mondiale, les autorités américaines et principalement militaires ont étudié ces manifestations. Alors Jean-Jacques Velasco, de manière assez simple, s'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent, quelle méthodologie scientifique a-t-on mise en place pour les étudier, ces ovnis? Tout d'abord, c'est d'essayer d'avoir des informations qui soient des informations dont la source, l'origine soit fiable. Pour cela, nous évitons de nous raccrocher aux ragots, aux rumeurs, aux articles de presse. Donc nous essayons de voir qui, en France, peut nous apporter des informations intéressantes pour étudier ces manifestations qui sont observées. Et là, il y a un réseau de collecte d'informations qui est représenté par 2 sources essentielles. Les gendarmeries et commissariats de police qui peuvent recueillir les témoignages. Et puis d'un autre côté, nous avons aussi l'aviation civile et militaire qui, par l'intermédiaire des pilotes qui rapportent les observations, nous les communiquent. Alors par exemple, je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur des exemples. Parlez-nous, Jean-Jacques Velasco, de cette vision attestée par des centaines de procès-verbaux d'une soirée de novembre 90 où l'on vit un immense triangle lumineux traverser le ciel. Ah oui, ça c'est une affaire désormais célèbre. Effectivement, le 5 novembre 1990, on peut dire des dizaines de milliers de nos concitoyens ont observé d'immenses formes lumineuses que d'aucuns ont indiquées comme étant un triangle qui venait au-dessus de notre territoire. Donc nous avons été inondés de témoignages, aussi bien du sol que des pilotes.
Et bien évidemment, dans le cas de cette observation, nous avons essayé de recouper toutes les informations pour savoir quelle pouvait être la nature et l'origine de ce phénomène. Le recoupement Le recoupement nous a permis d'abord de déterminer la durée, la trajectoire, la description des formes, etc. Ouais. Et nous avons au départ convenu que probablement cet objet qui circulait dans le ciel pouvait avoir une origine spatiale. Et donc nous avons demandé à la NASA, qui est un service d'observation par l'intermédiaire du NORAD aux États-Unis, de nous fournir des informations pour éventuellement confronter cette observation à une détection éventuelle de quelque chose. Et conclusion ? Et conclusion, il semblerait que ce soit un corps de fusée russe, une fusée Proton, qui, en pénétrant dans les couches denses de l'atmosphère, donc a généré ces phénomènes lumineux. Et cette forme triangulaire, c'était des morceaux, en fait, qui étaient relativement éloignés, mais qui avaient la même trajectoire et qui retombaient dans l'atmosphère. Autre exemple, justement, Jean-Jacques Velasco, celui de Trans-en-Provence, le 8 février 81. Un objet métallique et silencieux se pose, reste quelques instants au sol et redécolle à toute vitesse. Les scientifiques ont fait les hypothèses et les recherches. Elles sont toujours restées infructueuses. Oui, et elles le demeurent encore aujourd'hui. Mais que s'est-il passé ? Mais justement, nous ne le savons pas. Et si nous le savions, eh bien, nous serions très contents. Parce que, bien évidemment, un cas comme celui-là nous interpelle dans la mesure où non seulement nous avions une observation, mais c'est vrai que la fragilité d'un témoignage, quelque part, ne peut pas nous permettre d'affirmer quelque chose. Par contre, l'objet, en se posant, avait provoqué des effets à la fois sur le sol et sur la végétation. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir intervenir assez rapidement. Mesurer ces effets qu'il avait laissés ? Et donc, nous avons mesuré les effets, en particulier des modifications au niveau des plantes et du sol. Nous avons essayé d'interpréter en fait ces analyses qui avaient été faites sur les effets, et nous n'avons pas pu apporter de réponse par rapport à quelque chose que nous maîtrisions sur le plan technique ou matériel. Donc notre conclusion, ça a été de dire que oui, il y avait bien eu un objet qui avait atterri à cet endroit. Nous avions vérifié auprès des militaires pour voir s'il ne s'agissait pas d'un hélicoptère ou d'un petit objet de reconnaissance. En fait, non, il ne s'agissait pas du tout de cela. Un petit drone militaire ? Oui, absolument. Et donc, notre conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a bien le sentiment qu'il s'est posé quelque chose, un objet métallique. On a pu d'ailleurs en mesurer la masse, de l'ordre de quelques centaines de kilos. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire quelle est sa provenance, ni sa nature. Quand vous dites nous avons fait ceci ou cela, vous êtes combien ? Nous avons un petit service, parce que nous ne pouvons pas non plus avoir une équipe composée de dizaines de personnes. Non, simplement c'est un petit service de quelques personnes qui est inséré donc au sein d'une direction de l'établissement de Toulouse, et nous faisons appel à des laboratoires extérieurs et à une collaboration avec tous les organismes civils ou militaires qui peuvent nous apporter des informations. Alors, ultime question, Jean-Jacques Velasco, les dernières observations troublantes, les plus récentes les observations que vous avez faites au CEPRA, qu'est-ce que c'est ? C'est un cas qui s'est déroulé en 1994 où un avion d'Air France au-dessus de la région parisienne a croisé en fait un objet qui a été détecté par les radars, et on peut dire que ce jour-là notre quête n'a pas été inutile, puisque au bout de presque plus de 20 ans nous avons pu obtenir une réponse instrumentale d'un objet qui était en altitude et qui a croisé la trajectoire d'un avion. Merci beaucoup. Voilà, même en restant très factuel, vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver. La science ne répond pas à tout. Elle permet même parfois d'aller plus loin dans nos rêveries. Jean-Jacques Velasco, ingénieur au CNES et responsable du service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Je vous remercie.